Alors, on a convenu que je serais le premier à commencer. En fait, ce que je voulais vous proposer, c'est un certain nombre d'éléments qui permettent justement de présenter de façon très synthétique de quelle façon les lois, dans la plupart des pays dans lesquels nous évoluons, traitent les données. Peut-être que d'entrée de jeu, il faut partir de l'idée que les données envisagées comme étant cette espèce d'unité de base constitutive de l'information, en soi, ce n'est pas comme tel encadré par les lois. Les données, lorsqu'elles sont agglomérées sous forme d'information, c'est-à-dire sous forme de messages signifiants, qui créent une signification, qui engendrent une signification, c'est à ce moment-là qu'elle peut être objet de droit, c'est-à-dire qu'on peut en acquérir des droits à l'égard de ces données. Par exemple, une photo, une œuvre littéraire, on va acquérir des droits sur cet élément d'information à partir du moment où elle sera constituée et qu'elle répondra à un certain nombre de conditions. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas en droit, on ne parle pas de propriété des données, même si la métaphore peut être parfois très commode. Les données, en général, ne s'approprient pas. Tout ce qu'on peut prétendre avoir sur les données, c'est un certain nombre d'obligations à leur égard. Autrement dit, il y a deux principes. D'abord, le principe, c'est que les données, tant et aussi longtemps qu'elles ne sont pas régies par une loi, on est libre de les collecter, de les regarder, de les analyser, de les comparer. Et bien sûr, il y a des lois qui viennent baliser, qui viennent limiter cette capacité, cette prérogative qui est a priori reconnue. Et le droit fonctionne par protection d'intérêts protégés. D'abord, le phénomène des données, le phénomène de la régulation des données par le droit est un phénomène relativement récent dans l'histoire humaine. C'est un phénomène qu'on voit apparaître surtout au début du 20e siècle, où le droit commence à reconnaître. Quand je dis le droit, en fait, c'est les lois dans la plupart des pays là, européens, nord-américains, les pays de tradition occidentale, si vous voulez. Alors, le droit reconnaît des intérêts protégés quant à certaines informations. L'intérêt qu'une personne possède quant aux informations relatives à sa vie privée, quant aux informations qui constituent son image. Voilà autant d'intérêts que le droit, au cours du 20e siècle, a reconnu. Et on n'a pas de véritable droit de propriété sur son image, on n'a pas de véritable droit de propriété sur sa vie privée, mais on a le droit d'exiger que certains respectent certaines limites lorsqu'ils traitent ces informations qui sont associées à la vie privée, à l'image ou à d'autres intérêts d'une personne, comme par exemple sa réputation. Avec les années 1970, apparaît une autre couche de lois incarnée par les lois sur la protection des renseignements personnels. Donc, dans les décennies des années 70-80, la plupart des pays occidentaux se dotent de lois pour répondre aux impératifs et aux inquiétudes aussi causées par la généralisation de l'informatique des années 70. Les lois que nous avons, d'ailleurs, reflètent encore cette informatique des années 70, une informatique qui n'est plus du tout celle qu'elle est maintenant, mais les lois actuelles sont encore fondées là-dessus. Et essentiellement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces lois? Bien, essentiellement, un certain nombre de principes. Le principe selon lequel, lorsqu'il s'agit de données personnelles, d'abord, il y a tout le problème de savoir à partir de quel moment une donnée devient personnelle. C'est à partir du moment où elle permet d'identifier une personne. Et donc, il y a tout un problème que je vais simplement me limiter à évoquer ici, qui est tout le problème de savoir à partir de quel moment une donnée, à partir de quel moment une information présente les caractéristiques qui font en sorte qu'on peut considérer qu'elle a pour caractéristique de concerner ou d'identifier une personne. C'est à partir de ce moment-là que le droit intervient. Donc, ça, c'est un des très grands problèmes contemporains dans la littérature et dans la pratique du droit de la protection des données. Et donc, parmi les différents principes qui ont été reconnus, dès les années 1980 à l'OCDE, on a identifié un certain nombre de principes et qui ont servi à structurer les lois que nous avons encore aujourd'hui. Il y a le principe de la limitation en matière de collecte. On collecte des données personnelles uniquement pour une finalité définie, une finalité identifiable. On collecte par des moyens licites et loyaux. Et on doit respecter les finalités, on doit spécifier les finalités pour lesquelles on collecte des données. Alors voilà deux principes qui sont en quelque sorte mis à mal avec l'avènement de ces procédés analytiques pour lesquels les finalités des données sont
telles qu'elles avaient pu être conçues initialement, ne sont pas nécessairement les mêmes lorsqu'on essaie d'analyser en second lieu des données déjà collectées. Le troisième principe, celui de la transparence. Il doit être possible d'avoir des informations sur la collecte, la façon dont les données sont utilisées. Les individus dont on collecte les données doivent pouvoir savoir ce qu'il advient de ces informations qui les concernent. Principe également de participation individuelle. Les individus ont le droit d'accéder à leurs dossiers, aux données qui les concernent, ont droit éventuellement, dans certains cas, de contester la qualité de ces données. Principe également de responsabilité. La personne ou ceux qui procèdent au traitement des données à caractère personnel sont responsables d'en assurer la sécurité et la qualité. Principe de la limitation de l'utilisation des données. En principe, les données personnelles ne peuvent être utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été recueillies ou pour des finalités compatibles, ce qui n'est pas sans poser des difficultés dans cet univers où les données peuvent circuler beaucoup plus facilement qu'autrefois. Et là, on voit bien cette marque des années 70 où on y avait cette mentalité là, des gros ordinateurs menaçants et on voulait éviter que tout ça se connecte. Enfin, le principe de la qualité des données. Les données doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités et de qualité adéquate pour prendre les décisions qu'on a à prendre à l'égard des personnes lorsqu'on se fonde sur des données. Et enfin, le principe de garantir la sécurité, c'est-à-dire que les personnes qui détiennent, collectent ou manipulent des données personnelles doivent en assurer la sécurité. Et donc, dans la mesure où les données sont désormais au cœur de la création de valeur dans les sociétés contemporaines, on a actuellement dans la littérature différentes remises en question sur la façon dont on organise cette protection des données dès lors qu'elles concernent les personnes. Mais pour l'instant, je m'arrête ici après avoir brossé ce tableau pour laisser à mes collègues la possibilité d'intervenir. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je vais poursuivre une réflexion qui n'est pas juridique, qui est éthique en général. Alors, ça peut créer là un petit écart entre nos disciplines, nos spécialités. Quand on est dans les nombres ou dans l'anatomie, les problèmes éthiques peuvent paraître un peu plus éloignés. Bon, on va essayer justement de créer un pont pour dialoguer. Moi, ma thèse générale, c'est qu'en ce qui concerne l'utilisation des données ou des mégadonnées, puis là, c'est vraiment un terme qui devrait être... il y a beaucoup de significations. Vous avez utilisé un certain nombre de significations des données. On n'a pas parlé, en tout cas pour ce que j'ai vu, on n'a pas parlé des données sur Internet, des mégadonnées sur Internet, et qui pose aussi la question de la confidentialité. J'y reviendrai. Moi, à mon avis, sur ces enjeux éthiques, concernant les données, une des réponses, c'est quand même d'ouvrir une délibération démocratique la plus large possible pour pouvoir répondre justement à des questions que les experts, qu'ils soient philosophes ou juristes, ne peuvent pas résoudre tout seuls, ou en tout cas qui ne peuvent pas résoudre de manière légitime. Alors, quels sont les problèmes que je vois en général à l'utilisation des données, les problèmes éthiques? Je vais parler de 3 problèmes, et puis ça va largement recouper ce qu'on a vu avec la perspective juridique. Alors, le premier problème, c'est la question des finalités. Qu'est-ce qu'on fait avec des données? Qu'est-ce qu'on fait avec l'algorithme ou les algorithmes, puisqu'aujourd'hui c'est davantage les algorithmes que simplement une agrégation statistique qui est en jeu? Alors, quelles sont les finalités qu'on doit donner aux algorithmes? C'est un problème parce que, et c'est ce que j'ai entendu là dans les 2 dernières interventions, la finalité qui est dominante, c'est celle d'efficacité. Il faut que ce soit efficace. Et on est tous d'accord qu'une société efficace, ou efficiente, comme on dit parfois, est meilleure qu'une société qui est inefficace. De la même manière, une technique médicale qui est efficace, elle est meilleure qu'une technique médicale qui n'est pas efficace. Et comment on mesure l'efficacité? C'est toute la question. Est-ce que l'efficacité, c'est de rétablir la santé? La science médicale, normalement, a pour finalité de rétablir la santé. Mais immédiatement, quand on réfléchit à ça, on voit qu'il va y avoir d'autres finalités qui vont perturber cette finalité centrale, comme par exemple le respect de la personne, le respect de sa dignité. Il faudra discuter de ce genre
de signification, qu'est-ce que c'est que la dignité du patient, la confidentialité, etc. Et donc, sous le terme d'efficacité, en réalité, il y a une espèce de dessin de concepts et de finalités. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que les modèles calculatoires me semblent tendre à contraindre le réel, à donner une forme au réel, le réel médical, le réel social, pour qu'il se plie à la méthode d'analyse. Et c'est bien normal, vous devez partir d'hypothèses, avoir une méthode analytique, et c'est à partir de ces hypothèses et cette méthode analytique que vous comprenez le monde. Quand on l'applique aux données, il y a deux niveaux. Il y a d'abord la récolte des données, puis on a vu que ce n'était pas si simple, même dans un hôpital, d'aller chercher des données. On fait des choix. On fait des choix pour aller chercher des données, donc on a déjà des hypothèses qui sont en amont, et puis ensuite il y a des choix de traitement de ces données. Et à ces deux niveaux-là, vous avez des finalités différentes sur lesquelles il faut réfléchir et qu'il faut mettre en place. Alors le monde médical, le monde hospitalier qui vous est sans doute plus commun, c'est un monde qui se prête assez bien, me semble-t-il, aux nouvelles techniques de traitement des données, tout simplement parce que le monde médical est un monde très opérationnalisé, je vais y arriver, et depuis quasiment sa naissance. C'est-à-dire que vous avez des algorithmes, c'est-à-dire des algorithmes qui peuvent être extrêmement simples, simplement une liste d'instructions pour repérer, pour faire un diagnostic ou pour savoir si un patient mérite ou non d'être même regardé, d'être même considéré. Alors ça commence dans l'hôpital moderne, ça commence avec le filtrage. Vous entrez, et le filtrage, c'est déjà un algorithme et c'est déjà une sélection des données. Bon. Alors, évidemment, quand vous augmentez la quantité des données, ça pose des problèmes de sélection et des problèmes de traitement qui ont des enjeux éthiques, me semble-t-il, extrêmement importants. Ce que je crains, c'est que derrière l'utilisation des algorithmes, on oublie qu'il y a de véritables dilemmes moraux. Et comme je le disais, entre la finalité qui consiste à guérir et celle qui consiste à respecter, par exemple, le choix du patient, vous avez un dilemme ici qu'un algorithme ne peut pas résoudre par lui-même. Et donc vous avez le monde, j'ai envie de dire humain, j'ai pas envie d'opposer l'algorithme ou les algorithmes aux humains. Les humains fonctionnent comme des algorithmes. Bon, souvent, voilà, c'est pas simplement, il y a des effets de responsabilité, des effets de choix dans les dilemmes moraux qui ne sont pas les mêmes. Et si on se réfugie derrière un certain nombre d'algorithmes, eh bien, on perd parfois le sens de ces dilemmes moraux. La deuxième question, mais je vais faire vite, le deuxième problème, c'est la responsabilité. On vient d'en parler un petit peu, la question de la responsabilité. Quand vous faites un triage dans un hôpital, évidemment, cette procédure a été mise en place par une administration, et ça a été validé par des experts, ça a été validé par des experts au niveau de l'hôpital et au niveau du ministère de la Santé publique plus généralement. Alors, le développement des algorithmes aujourd'hui pour traiter les énormes données qu'on a à notre disposition, le problème, c'est de savoir qui est responsable quand on met en place un algorithme. Est-ce que ce sont les gestionnaires des hôpitaux ? Est-ce que c'est le chercheur lui-même? Et puis Brin va me parler de la responsabilité du chercheur. Est-ce que c'est le chercheur lui-même? Est-ce que c'est le gestionnaire dans un hôpital? Est-ce que c'est le médecin qui, à un moment donné, va recourir davantage au traitement algorithmique ou le traitement analytique des données? On a vu de magnifiques exemples avec le suivi des tumeurs. Mais à un moment donné, j'entendais des questions sur mais est-ce que la tumeur était en dehors? Est-ce qu'elle parfois elle a été en dehors du secteur visible, ou est-ce qu'elle est sortie du cadre, et entre ce pixel et ce pixel, est-ce que vraiment il y a une différence de traitement? Et si ça a un impact sur la santé, sur la guérison, il y a une responsabilité ici du médecin d'avoir choisi de suivre l'algorithme plutôt que d'autres méthodes d'analyse. Donc la question de la responsabilité, la crainte ici, je parlais des dilemmes moraux pour le premier paramètre. Pour le deuxième paramètre, celui de la responsabilité, ma crainte, c'est de voir la responsabilité du médecin
mise à distance. C'est-à-dire que plus on recourt au traitement analytique des énormes données, et au moyen de quoi? Au moyen d'ordinateurs extrêmement puissants, puisque c'est véritablement ça qui a changé. Hein. C'est pas la nature des données elles-mêmes, c'est le fait qu'on en a en quantité énorme par rapport à ce qu'on savait il y a même 30 ans, et qu'on est capable surtout de les modéliser aujourd'hui, alors qu'on n'était pas capable de le faire il y a 30, 50 ans. Donc là, c'est à travers ce filtre des algorithmes, eh bien, la responsabilité des médecins, la responsabilité médicale en général est comme mise à distance. Et donc là, ça pose aussi un véritable problème qui est juridique, qui est moral, mais qui est aussi juridique pour savoir quand ça se passe mal. Bah, c'est toujours le problème, hein, c'est quand ça se passe mal. Quand ça se passe bien, on n'a pas de problème éthique. Mais quand ça se passe mal, il faut trouver des responsabilités, il faut voir pourquoi on a fait tel choix éthique plutôt que tel autre, etc. Dernier enjeu, c'est la confidentialité. Alors, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est l'utilisation de données médicales qui ne posent pas véritablement de problème de confidentialité. Quand vous traitez un très très grand nombre de données d'imagerie, par exemple sur les tumeurs, ça ne pose pas un problème de confidentialité. C'est un problème d'opérationnalité pour le médecin, l'équipe médicale, etc. Mais il n'y a pas un véritable problème de confidentialité, ou en tout cas, il n'est pas différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Le problème de confidentialité, c'est que ceux qui analysent ces données-là, ce n'est pas seulement des êtres humains, ce sont des ordinateurs, et les ordinateurs ne sont pas, comme on dit en philosophie, des monades, c'est-à-dire des choses qui seraient séparées du reste du monde, hein, ce ne sont pas des monades, ce sont des points dans un réseau. Et ce réseau-là, il est toujours susceptible d'être ouvert. Bon. Alors, Pierre Trudel parlait de la question de la sécurité. Le problème que je vois, il est le suivant. Et l'affaire récente du WannaCry dans le système de santé du NHS en Angleterre est frappant. C'est-à-dire que vous avez des données médicales qui font partie d'un réseau intranet, d'un réseau de l'hôpital. Mais évidemment, comme je l'ai dit, même un réseau intranet n'est pas une monade. Donc il est lié à d'autres ordinateurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que cette confidentialité, la confidentialité des données d'un patient ou des patients, cette confidentialité-là, elle est exposée à des failles de sécurité. Et pour paraphraser un philosophe politique qui s'appelle Hobbes, qui disait il y a bien longtemps, sans le glaive, les lois ne sont que des vains mots, c'est-à-dire si vous n'avez pas le bras armé de la loi, de la police pour faire appliquer les lois ne sont que des vains mots. Je dirais que sans la sécurité, et c'est un problème très sérieux, sans la sécurité, la confidentialité est un vain mot. Et si vous n'êtes pas capable de sécuriser les données avant même de pouvoir les traiter, eh bien c'est en fait une faille dans la confidentialité elle-même. C'est-à-dire c'est pas la confidentialité à côté de la sécurité, vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité, mais vous êtes responsable de la confidentialité. Non, ces deux choses sont parfaitement liées. Et ici, toute la problématique est celle du vol de données, qui peut être organisé. Donc là, il faut être conscient qu'il y a des aspects aussi démocratiques qui se jouent, c'est-à-dire que le vol de données, évidemment, peut être illégal. Ça se fait dans le cas de WannaCry, c'est illégal, mais vous pouvez voir aussi, disons, des zones grises dans la loi ou des zones de silence de la loi, ou bien tout simplement de nouvelles lois qui vont donner des moyens à certaines entreprises de récupérer les données. On ne parlera pas de vol ici, on parlera d'échange de données, de récupération des données. Évidemment, quand on parle des mégadonnées, les mégadonnées sont anonymes. Tout le problème, c'est quand on passe d'un profil général, quand on passe d'un profil, par exemple, de comportement qui nous donne des indices sur telle ou telle pathologie, ou bien quand on parle d'un profil de maladie dans un hôpital, quand on passe donc du profil à l'identité. C'est-à-dire quand, à un moment donné, on peut mettre un nom propre sur un profil. Et à ce moment-là, ça pose évidemment tout le problème de cette confidentialité qui n'est pas nécessairement assurée techniquement, mais qui pourrait ne pas être assurée juridiquement. Et donc, c'est un enjeu démocratique, me semble-t-il. Pour faire la suite à mes collègues, je vais rebondir sur 2 points. Un, c'est la nature des technologies
et l'autre, c'est la responsabilité pour ceux qui créent ces technologies. Dans le premier, c'est une chose qui est des fois difficile pour les scientifiques, les gens formés dans les sciences fondamentales, les sciences appliquées, de reconnaître que les technologies, les découvertes scientifiques ne sont pas neutres. Ils sont remplis de valeurs, souvent des valeurs implicites. Donc, quand on va développer une nouvelle technologie, ce n'est pas juste un nouveau widget qui est vraiment cool parce que c'est la meilleure version du cellulaire. Non, il y a des choix de la part des ingénieurs dès le départ de le construire avec une certaine image, avec une certaine façon de fonctionner. Et cette création est un moyen d'encadrer l'utilisateur de cette technologie. Donc, si on prend un exemple d'une base de données qui permettent de bien identifier un certain type de patient. Déjà, dans cette vision, il y a une personne derrière, plusieurs, des collaborateurs qui essaient de définir quel est le patient type qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on veut définir? Quelles sont les maladies? Quels sont les types de problèmes qui nous concernent? Déjà, en posant ces questions, on est en train d'encadrer la situation et d'exclure d'autres questions. C'est des trucs de base quand on réfléchit, mais qui ont un impact direct sur le produit final qui est cette technologie. Donc, en posant certaines questions et en excluant d'autres, on construit une technologie et qui devient le normal. Cette normal n'est pas neutre. Il y a des choix de valeur derrière cette construction. On a une bonne 30-40 ans de recherche en sociologie, en philosophie de sciences, qui démontrent comment la construction peut être implicite et via cette implicite, on va intégrer des choix sexistes, misogynes, racistes, agistes, etc., etc. Et il y en a un paquet d'exemples. La réalité de ça, c'est qu'on voit encore ces problèmes et ils commencent à identifier dans le spectre des grandes bases de données, leur construction, que certaines populations vont être finalement vulnérables, ils vont rester vulnérables et ils vont être probablement les mêmes populations qui sont déjà vulnérables. Les pauvres, les groupes minoritaires, les femmes, les personnes âgées, les enfants, etc. Dans cette construction, on a une reconnaissance d'un problème qu'une nouvelle technologie qui est promue comme une solution à des grands problèmes de société peut quand même renforcer des préjudices existants. Donc, si en tant que développeur de cette technologie, on n'est pas en mesure de poser la question sur les fins de notre technologie et les valeurs que nous, on porte en tant qu'ingénieurs, en tant que scientifiques, là, on manque des bouts de la chaîne de développement de cette technologie et on a une technologie qui peut avoir des fins qui ne sont pas les fins que nous, on aimerait voir. Un des exemples, et ça fait même un épisode d'une série télé policière, je pense que c'était le Profiler ou quelque chose comme ça, qui parlait d'un logiciel, une application pour un téléphone basé sur des données massives collectées pour identifier quelle est la meilleure façon de traverser une ville et identifier des lieux propices pour avoir du bon magasinage, etc. Pense à Waze, Google Maps, du genre. Le fil conducteur de cette série télé, c'est qu'il y a un meurtre qui arrive et c'est lié à la discrimination. Bien, inhérent à cette histoire, c'est un fait réel, qu'il y a des technologies qui vont cartographier des incidences de criminalité dans certains secteurs, ou à les États-Unis, et en gros, c'est lié à des communautés noires, des communautés plus pauvres. Le designer de cette technologie dit, mais j'ai rien contre les Noirs, j'ai rien contre les pauvres, c'était pas du tout dans mon plan, j'étais même pas explicite. C'est pas grave. Le fait de ne pas avoir posé la question fait que les données qu'on a recueillies sont déjà biaisées par certains choix. Et la façon même de le voir, qu'est-ce qui est un domaine sécuritaire, un lieu où on devrait traverser, où on devrait éviter, est plein de valeurs. Mais si on n'a pas conscience au départ de ces choix de valeurs, on laisse une technologie développée qui peut ensuite renforcer des situations stigmatisantes. Donc, hyper problématique. Deuxième partie, c'est tu fais quoi maintenant en tant que designer, en tant que chercheur, en tant que scientifique? Est-ce que tu es complètement responsable pour toutes ces technologies, pour toutes les fins, même que les gens peuvent utiliser, qui ne sont pas du tout les fins qui étaient au départ prévues dans le design?
C'est quoi les limites de vos responsabilités? Ça, c'est le domaine de la conduite responsable en recherche, qui commence à être de plus en plus discuté dans le monde universitaire. Et c'est un arrimage entre deux domaines ou discours éthiques au Canada, au moins, qui datent au moins les derniers 30-40 ans. C'est tout le volet de éthique de la recherche, tout ce qui implique, en gros, pas mes collègues en droit ou en philo, pour la plupart des fois, mais les gens en médecine. Vous qui faites les projets de recherche avec les êtres humains, vous avez besoin de démontrer que vous protégez les intérêts des patients qui sont des participants dans les projets de recherche. Et on a tout un encadrement normatif qui roule assez bien, qui est très fonctionnel et qui protège les intérêts des patients qui sont des participants dans les projets de recherche et de plus en plus dans le design des grandes bases de données. Et là, on a des enjeux liés à la protection de la vie privée dans un contexte de projet de recherche où c'est un banque de données, ce n'est pas un projet de recherche, comment est-ce qu'on fait un constamment éclairé? Il y a toute une série d'enjeux, mais c'est largement bien rodé. C'est un autre domaine d'encadrement normatif qui est l'intégrité scientifique et qui est un moyen d'inclure les gens qui n'ont rien à voir avec les participants humains, qui ne vont jamais voir un patient, qui sont des gens qui travaillent dans un monde conceptuel ou purement analytique. On commence à mettre les deux ensemble parce qu'on reconnaît que quand il y a un problème de comportement lié à une pratique en recherche qui a une implication sur les participants, il y a probablement un enjeu lié à l'intégrité scientifique. Donc, on commence à mettre les deux ensemble pour avoir une meilleure portée sur le comportement scientifique et toutes ses implications. C'est également un moyen d'aller dans une logique plus positive en disant, ce n'est pas vous les méchants, vous les gens qui font faire la corruption, la manipulation des données. C'est vers le contraire, il dit, ça veut dire quoi être un bon chercheur, un bon scientifique, quelqu'un qui va agir avec intégrité, qui va incarner les meilleurs nombres de la monde scientifique. Et de ça découle une vision beaucoup plus positive en réaction à des scandales liés à la fraude, liés à l'abus des participants dans les projets de recherche, mais également une inquiétude à des développements scientifiques qui vont aller dans des directions imprévues parce qu'on n'a juste pas pensé que c'était des enjeux. Donc, inhérent à une logique de conduite responsable en recherche, c'est la question de responsabilité. En tant que scientifique, on est responsable pour quoi? Si on a un chercheur fondamental, je reste dans mon labo, je joue avec des pipettes, des ordinateurs, je n'ai rien à voir avec des participants. Je m'en fiche le développement final de cette technologie. Ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est pour les ingénieurs. Oui, mais dans ton développement, tu es en train de découvrir un nouveau génome. Hey, wow, c'est super cool. OK, c'est quoi l'implication si on met ça dans l'espace public? Est-ce que ça peut être utilisé pour une arme biologique? De juste ce questionnement découle toute une inquiétude massive dans le monde occidental. Et l'imposition des règlements assez sévères, on a vu ça aux États-Unis, par exemple, et en Europe, où il y avait de la censure des données scientifiques, en disant, tu n'as pas le droit de publier ça. Wow! Ça, c'est intense. Là, on met à plat des valeurs fondamentales scientifiques qui disent, on est objectif, on est neutre, on partage nos idées qui sont critiquées et ultimement validées ou prouvées fautifs. Si on commence à faire la censure pour la protection de la sécurité publique, on est en train de nommer le fait que cette science n'est pas neutre. Cette science est contextualisée dans un contexte social, politique, économique, et qui a des implications qui dépassent ce qu'on fait à l'intérieur des murs de l'université. Ce n'est pas une réponse à la question. La question, c'est l'ouverture à un débat sur quelles sont nos responsabilités. Jusqu'à quel point est-ce que les chercheurs, est-ce que vous, en tant que scientifique, en tant que médecin, devraient être responsables pour un travail fondamental ou appliqué? À quel point est-ce que des sociétés savantes doivent être responsables? À quel point est-ce que la loi, l'État doit être responsable? La réponse, évidemment, ne va pas être oui, un est responsable et non, l'autre n'est pas responsable. Non, ça ne peut pas. La réponse va être beaucoup plus complexe, ça va dépendre sur les enjeux et ça va être probablement une responsabilité partagée. À certains points, vous êtes responsable en tant que chercheur. Comment est-ce que tu décides à quel point vous êtes libre à disséminer de l'information qui peut ensuite être utilisée pour des fins militaires ou de créer le nouveau virus qui va mettre à terre nos systèmes informatiques? Ça, c'est des débats réels.
où la réponse n'est pas évidente. Le job, c'est d'établir, à mon avis, les acteurs qui doivent être partie de cette discussion. Donc, ça inclut les scientifiques, les ingénieurs, les juristes, les décideurs et la société civile, où on va décider, bien, on va laisser une liberté scientifique assez large parce qu'on pense qu'en général, c'est plus bénéfique d'avoir plus de liberté, mais avec des balises importantes et une reconnaissance qu'il y a quand même une responsabilité au départ. Donc, message pour les chercheurs, commence à poser les questions éthiques. Même si tu n'as pas les réponses, discute ces questions avec tes collègues. Tu es au début d'un processus de réflexion de quelles sont tes responsabilités et quelles sont les limites. Et dès que tu as établi une limite, tu es en mesure de voir à qui je parle maintenant, quelles sont mes sources d'aide, qui est le deuxième acteur qui prend la relève de cette responsabilité.